Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur du 19e siècle. Mais oubliez tout de suite les poètes romantiques ou les grandes envolées lyriques, on va faire exactement l'inverse. On va placer la littérature directement sous un microscope. Et oui, on va analyser L'Assommoir, l'immense chef-d'œuvre d'Émile Zola. Mais plutôt que de voir ça comme une simple histoire tragique, on va l'aborder comme une véritable expérience scientifique menée en temps réel. C'est absolument fascinant et franchement, ça change complètement notre façon de lire. Alors, avant d'entrer dans le laboratoire, posons-nous cette question intemporelle. Les humains sont-ils vraiment les maîtres absolus de leur destin, ou bien de simples produits de leur environnement? C'est une interrogation philosophique énorme qui résonne encore à fond aujourd'hui. Et en fait, c'est très exactement le point de départ de la théorie naturaliste. Ce que Zola voulait comprendre, c'est comment la société façonne, ou au contraire détruit complètement un individu de l'intérieur. Et pour comprendre sa méthode, il faut absolument saisir ce concept central, le roman expérimental. Pour l'époque, l'idée est d'une audace folle. Zola affirme tout simplement que le romancier est un scientifique. Il s'inspire d'ailleurs très fortement des travaux médicaux du célèbre Claude Bernard. Son but, c'est de traiter les passions humaines, nos émotions, nos comportements sociaux, avec exactement la même rigueur clinique qu'un médecin qui diagnostique une maladie. La littérature devient une véritable démarche d'investigation. Bon, plongeons directement dans le vif du sujet. La citation que nous avons sous les yeux résume tout. L'expérimentateur est le juge d'instruction de la nature. Zola ne se considérait pas du tout comme un simple conteur là pour nous divertir. Non, le romancier, il observe, il pose ses données de départ, il place ses personnages dans un certain contexte, et puis il recule. Il laisse l'expérience suivre son cours naturel pour voir les mécanismes humains à l'œuvre. Il se veut être un témoin et un juge absolument impartial. Ce qui nous amène à une distinction vraiment cruciale pour comprendre cette approche. On entend souvent dire que Zola était fataliste. C'est faux. La règle d'or de son laboratoire, c'est le déterminisme. Et la nuance est énorme. Le fatalisme, d'un côté, c'est cette force mystérieuse, un destin inévitable qui s'abat sur nous quoi qu'on fasse. Le déterminisme, en revanche, c'est l'idée que ce sont nos conditions physiques, notre hérédité et surtout notre milieu social qui dictent nos actions. Et ça change tout. Parce que si ce sont les conditions qui causent le malheur, eh bien, en changeant ces conditions, on peut modifier le résultat de l'expérience et réparer la société. Et justement, en parlant de conditions, l'étude académique détaillée ici met le doigt sur un concept fondateur, le fameux milieu zolien. Dans cette expérience, l'environnement, le milieu, ce n'est pas juste un joli décor de théâtre, c'est le vrai catalyseur. Dans l'Assommoir, ce milieu, c'est le Paris ouvrier du Second Empire. Et croyez-moi, cet environnement possède une force de destruction colossale. C'est une force irréfutable qui détermine presque mathématiquement le destin de la classe ouvrière. Ce terrain de jeu, ce grand laboratoire urbain, c'est donc Paris, et plus spécifiquement le quartier pauvre de la Goutte d'Or. Mais attention, on est à des années-lumière du Paris romantique des cartes postales. Ici, la capitale est vécue comme un monstre, une bête prodigieuse qui engloutit littéralement les ouvriers un par un. C'est un espace fermé, extrêmement suffocant, une sorte de bocal hermétique dans lequel les cobayes de Zola vont se débattre en vain. Prenons notre sujet d'étude principal dans ce bocal, Gervaise. Si on suit sa trajectoire à travers l'architecture de la ville, c'est ahurissant. L'évolution de ses logements est le miroir parfait de sa trajectoire financière et morale. On commence tout en bas, dans une chambre misérable à l'hôtel Boncoeur. Puis, à force de travail, elle s'élève et arrive à avoir sa propre boutique dans la grande maison. Et là, c'est la lente dégringolade. Une petite chambre sous les toits, la grande pauvreté, pour finir par mourir dans une niche sombre sous un escalier. Chaque mètre carré qu'elle occupe reflète l'état intérieur de notre cobaye. Observons de plus près le moment où elle est censée avoir réussi, quand elle s'installe dans la grande maison pour y ouvrir sa blanchisserie. Sur le papier, c'est plein d'espoir. Sauf que, quand on lit les descriptions de Zola, ce bâtiment donne des frissons. Des murs colossaux qui font penser à une prison géante, une cour intérieure noire et humide où la lumière ne passe jamais, des odeurs rances et suffocantes. L'immeuble tout entier agit comme une sinistre prémonition, la manifestation physique de l'environnement qui va finir par l'écraser. D'ailleurs, le contraste de l'évolution de la boutique est visuellement saisissant. Au début, on a une fière blanchisserie peinte d'un beau bleu ciel, symbole clair du travail acharné et de la fierté de Gervaise. Mais à mesure que l'expérience avance et que l'environnement corrompt le personnage, le lieu se dégrade affreusement. Le papier peint finit en lambeaux, la poussière s'accumule sur des machines cassées, l'air empeste l'amidon pourri et la graisse. Cet espace n'est plus un sanctuaire de travail. Il s'est transformé en un nid crasseux, reflétant au millimètre près la paresse et le déclin moral de sa propriétaire. Ensuite, le romancier déplace l'expérience de la sphère domestique pour nous emmener dans la sphère publique. Et c'est là qu'intervient le fameux Assommoir, la taverne locale qui donne son titre au roman. Ce n'est pas juste un bistrot sympa pour se détendre après le travail, pas du tout. C'est pensé scientifiquement comme un environnement toxique, asphyxiant.
C'est le véritable accélérateur de particules de la tragédie, directement responsable de la dégradation de Gervaise et de son mari Coupeau. Cette analyse médicale démontre à quel point l'approche de Zola face à l'alcoolisme est purement expérimentale. L'alcoolisme de Coupeau n'est pas jugé comme un simple manque de volonté ou un défaut moral. C'est traité comme une véritable pathologie, une maladie avec des symptômes documentés, comme les tremblements incontrôlables ou les hallucinations. Et surtout, c'est un fléau qui est directement nourri et exacerbé par la brutalité et la misère de la ville environnante. Et au centre de cette taverne trône l'alambic en cuivre, la fameuse machine à saouler. La description de Zola est magistrale. Il raconte que l'ombre de l'appareil dessine des abominations, des monstres ouvrant leurs mâchoires comme pour avaler le monde. C'est une sémantique mythologique terrifiante. La machine industrielle devient une bête infernale, produisant de l'alcool à la chaîne avec une sorte de volonté propre, exerçant un pouvoir destructeur inouï sur ses travailleurs pris au piège. Évidemment, face à cet écrasement, nos cobayes humains essaient de fuir. Mais comme on peut le voir, ce ne sont que des illusions d'évasion. Et spoiler, ça se termine mal. Ils essaient de s'approprier les codes de la bourgeoisie, par exemple en allant visiter le Louvre le jour de leur mariage, mais ça se solde par de l'ennui, une énorme aliénation et des maux de tête. Ils organisent des banquets gargantuesques qui les ruinent totalement, juste pour faire semblant d'être riches. Dans ce laboratoire déterministe implacable, essayer de changer de classe sociale est complètement futile et ne fait qu'accélérer l'effondrement. Sur le plan mental, Gervaise tente aussi de s'évader. Et c'est là qu'on observe le choc frontal entre le monde urbain et le monde rural. D'un côté, le Paris industriel, étouffant, noirci par la pollution des usines, avec l'eau trouble de la Seine. De l'autre, ses souvenirs idéalisés de son village natal de Plassans. Un endroit de pureté absolue, avec de l'air frais et de l'eau claire coulant sous les arbres. La campagne représente pour elle une échappatoire idéale, une vraie salvation. Mais c'est une issue totalement impossible, désormais hors de portée de sa condition sociale. Nous voilà donc à la toute dernière étape de l'observation clinique. Après environ 20 ans de lutte, le cercle vicieux se referme de manière chirurgicale. Gervaise se retrouve exactement à son point de départ, l'hôtel Boncoeur. Seulement cette fois, l'endroit est abandonné, barricadé par la police. Réduite à la famine et dépouillée de tout, elle meurt presque à l'état animal dans un trou sombre sous un escalier. La démonstration est glaçante, la boucle tragique se referme très exactement là où elle a commencé. Alors face à toute cette noirceur, on pourrait se demander quel est l'intérêt. Le grand point à retenir, c'est que Zola n'écrivait pas ses horreurs par pur sadisme. Pas du tout. Il se définit comme un moraliste expérimentateur. Son but véritable, c'est de démonter la mécanique de la misère, d'identifier la racine exacte de ces maladies sociales. En gros, l'objectif final est extrêmement optimiste. Il veut fournir à la société et aux politiciens des données factuelles brutes. Parce que si on connaît la cause du mal, alors la société peut changer l'environnement et se guérir elle-même. Et c'est précisément ce qui nous amène à la conclusion de ce décryptage. Une réflexion s'impose, si ce roman est le laboratoire et que les personnages sont les sujets d'études qui y souffrent, eh bien, quelle est notre responsabilité collective à nous en observant ces résultats ? Car si l'environnement possède une influence si absolue, si déterminante sur le destin d'un être humain, l'urgence de créer un environnement plus juste reste notre plus grand défi. Ça fait réfléchir, non ? C'est une idée puissante à garder en tête. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très bientôt pour poursuivre nos explorations.